Dr Ousmane est un universitaire, chercheur en droit public et sciences politiques, spécialiste du droit constitutionnel et des institutions politiques. Il est diplômé des universités de Rouen et de Lyon 3 en France, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et surtout de l'université de N'Djamena, où tout a commencé. Il est déjà auteur, depuis 2016, d'un premier roman, un premier ouvrage autant pour moi, intitulé L'impasse du processus démocratique en Afrique noire francophone, le cas du Tchad, les dimensions juridiques, politiques et institutionnelles de la démocratisation en Afrique subsaharienne. Un ouvrage qui a été préfacé par le professeur Philippe Lagrange, agrégé de droit public, doyen de la faculté des droits et sciences sociales de l'Université de Poitiers en France, et par le professeur Ismaël Major Fall, agrégé de droit public et de sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ministre d'État conseiller juridique à la présidence de la République du Sénégal. Sur le plan professionnel, Dr Ousmane Appel s'est fait part au sein de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, à Lomé, en qualité de chargé de programme. Puis, après son doctorat, il est enseignant à l'Université Jean Moulin de Lyon 3 et à l'Université de Lyon, avant d'être appelé au Tchad pour occuper le poste du directeur du cabinet du ministre de l'Aviation civile. Cette aventure administrative va le conduire successivement à occuper d'autres postes, notamment celui de directeur des affaires juridiques au ministère des Finances et du Budget, puis conseiller du ministre dans le même département ministériel. Ensuite, il sera conseiller juridique du ministre des Postes et de l'Économie numérique. Il est par ailleurs enseignant permanent à l'École nationale d'administration du Tchad, où il dispense les cours de droit constitutionnel et institutions politiques, ainsi que celui des libertés publiques et droits de l'homme. Bon à savoir, Dr Ousmane Djibé est marié, père de 2 enfants. Son épouse est aussi docteur en droit public, spécialiste du droit international. Alors, ma présentation va être faite en 2 périodes. La première, qui va être très rapide, serait donc de dire qui est Ousmane Ouzibé pour ce qui me concerne. Et la deuxième partie, de pouvoir donc aller rapidement sur le contenu et l'appréciation qu'on pourrait faire de cet ouvrage qu'il nous a proposé. Alors je dirais que pour moi c'est une très grande joie de pouvoir prendre la parole à cette cérémonie de dédicace du livre que nous propose Ousmane Ouzibé, qui est un jeune frère de talent et que j'ai rencontré pour la première fois à Lyon et avec qui nous avons eu à développer des relations cordiales empreintes de respect mutuel. C'est un jeune qui est réellement engagé, qui aime son pays, un patriote, qui s'est toujours intéressé donc à la vie de la nation. Et ce qui m'a marqué quand on s'est vu à Lyon, c'était qu'il avait décidé de poursuivre 2 thèses à la fois. Il voulait, n'est-ce pas, présenter 2 thèses à la fois. Tout le monde sait que ce n'est pas évident écrire une thèse, et il l'avait fait. Et donc, c'était à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Et je puis dire de l'homme que c'est quelqu'un qui a laissé une très bonne impression, non seulement à moi, mais à toute la diaspora donc tchadienne, surtout celle réunie au sein de l'association, de la diaspora tchadienne de Lyon, l'ACTRA, où il était déjà membre actif et après il a occupé le poste donc de secrétaire général de 2008 à 2012. C'est donc au nom aussi de cette association qui est active à Lyon que je prends la parole et dont j'ai le plaisir donc de présenter rapidement, n'est-ce pas, ce livre. Donc notre objectif ici, c'est de pouvoir situer ce livre sur le plan scientifique et de dire quelle est notre appréciation de ce contenu-là. Alors, je pense que de façon globale, il faut partir sur un questionnement, une problématique qui est celle de savoir à quoi
servent les constitutions africaines. Je pense que Ousmane n'a pas été le premier à poser cette problématique. Le professeur Godinec, déjà dans sa réflexion sur le constitutionnalisme africain en 1988, se posait la question. Et en 2022, pour ce qui concerne notre pays, cette problématique reste d'actualité et suscite une réflexion que je qualifie d'audacieuse et de qualité menée par le docteur Ousmane Kouzibé. Le sujet présente certes un intérêt incontestable à l'heure où le Tchad, en transition politique, se doit de trouver la meilleure des formules possibles pour reconstruire l'état de droit et la démocratie suivant les standings qui s'imposent comme la seule voie possible pour un pays de se tailler la respectabilité internationale. Ce livre est publié aux éditions L'Harmattan à Paris, en France, et préfacé par le doyen Philippe Lagrange, agrégé de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences sociales à l'université de Poitiers. Alors, l'ouvrage a pour objet, d'une part, d'analyser les différentes constitutions et les lois constitutionnelles et inconstitutionnelles, comme l'annonce d'emblée l'auteur, adoptée entre 1958 et 2021, et d'autre part de faire des projections sur la transition militaire d'avril 2021 ainsi que la période post-transition militaire. Si pour lui, les causes de la rupture de l'ordre constitutionnel et institutionnel demeurent la perpétuation des régimes présidentialistes négro-africains, le débat reste celui de l'intégration dans le droit africain des valeurs africaines, comme le suggère cette doctrine qui encourage l'abandon du mimétisme juridique, qui ramènerait à calquer plutôt nos lois sur les régimes politiques traditionnels connus, que sont le présidentialisme ou le parlementarisme. Le parlementarisme rationalisé, proposé par l'auteur, dont l'objectif sera de préserver le gouvernement du risque d'instabilité fréquente, de renversement, pourrait-elle être une panacée? Ça, c'est une question que nous nous posons. Dans tous les cas, la réflexion que propose au grand public le docteur Ouzibé s'avère d'envergure, menée avec beaucoup d'audace, de profondeur et abordée avec sérieux et méthode. L'ouvrage, bien structuré, expose clairement la démarche épistémologique assumée de son auteur qui affirme, à la page 19 par exemple, que remonter l'histoire constitutionnelle du Tchad dans une posture purement scientifique, de neutralité absolue, n'occulte pas toute subjectivité dans l'analyse. Dans cette posture, il s'est autorisé à produire une analyse critique de différents textes constitutionnels en examinant l'esprit de la lettre des constituants originaires afin d'éclairer le lecteur dans la compréhension de l'évolution politique et constitutionnelle de notre pays, le Tchad. La forme soignée de l'ouvrage, le style efficace de l'auteur, son engagement à dépasser une description chronologique des textes constitutionnels pour aborder les aspects critiques font de cet ouvrage une œuvre scientifique de bonne facture, intéressante et surtout constructive pour notre pays. Je voudrais saluer la présence ici de notre ancien Premier ministre, M. Emmanuel Landinga, d'avoir honoré de sa présence cette cérémonie. Je voudrais également saluer la présence des conseillers du PCMT ici dans cette salle, également les présidents des chefs des partis politiques, et je voudrais saluer surtout la présence des étudiants et élèves qui sont mobilisés. Je suis arrivé au Tchad il y a de cela une semaine, j'étais surpris et ému de la mobilisation. Je voudrais à ce propos dire merci aux étudiants. C'est le prix que vous donnez à un enseignant comme moi pour avoir partagé un moment avec vous. Surtout les étudiants de la francophonie, l'université de la francophonie, Emi Koussi, N'Djamena et la 18e et 19e promotion de l'ENA. Merci à vous.
Donc, sans plus tarder, je voudrais rentrer très rapidement, parce que le temps va nous faire défaut, par rapport à la motivation qui m'a guidé, en quelque sorte, à produire ce document. Cette motivation, elle est d'ordre académique, comme l'a relevé ici le doyen. Je suis inscrit dans 2 laboratoires en France où il faut mener des recherches. Et la phase postdoctorale, pour engranger des titres et des diplômes, au-delà du doctorat, il faut produire et scientifiquement. C'est une des raisons qui m'a amené à le faire. Parce que après ma soutenance de doctorat en 2015, je me suis lancé déjà dans la production scientifique, encadré bien entendu par le doyen de la faculté de droit de Poitiers, qui est dans le monde universitaire mon marabout à moi. C'est mon maître, c'est celui qui me guide. J'ai un deuxième, c'est un Sénégalais, l'actuel ministre d'État, conseiller juridique de Macky Sall, qui m'a enseigné et qui chemine toujours avec moi pour encadrer mes travaux juridiques et scientifiques. Ça, c'est une motivation. La deuxième, elle est beaucoup plus personnelle. Parce que, vous savez, en France, j'ai découvert dans les archives, surtout des années 70, une certaine production scientifique sur le Tchad, faite, mais pas par des Tchadiens. Peut-être que vous allez vous souvenir de certains noms, les Thierry Micalon, vous avez Christian Bouquet, Cheval, vous avez Bernard Lannes. Vous voyez, l'histoire a voulu que M. Lannes se retrouve à l'ENA actuellement, et un monsieur qui s'appelle Cheval ici à l'INSEP. Donc, Anne et Cheval produisaient scientifiquement sur le Tchad. Vous voyez, à cette époque. Et donc, c'était une littérature, quand vous lisez avec la réalité de nos jours, c'est vraiment indigeste. Généralement, c'est porté sur des littératures, la sociologie, l'histoire, et c'est de façon très galvaudée. Pendant ce temps, les nôtres, ils étaient en train de produire, mais vous avez au Tchad sous les étoiles, la saga de Djingué, c'était une littérature qui n'avait rien à voir avec ce que produisaient ces scientifiques venus de l'Occident qui ne connaissaient pas notre réalité. Et moi, quand j'ai découvert dans les laboratoires, je crois qu'on m'a mis d'abord dans un premier temps de travailler sur le Mali, le Burkina Faso et la Centrafrique. J'ai décliné l'offre et j'ai toujours dit à mes maîtres que je préfère produire sur le Tchad parce qu'en termes de droit et surtout public, il y a une raréfaction des documents. Il n'y a pas de documents scientifiques, surtout sur l'État. Et généralement, c'est réservé pour des chercheurs, des jeunes Européens qui vont venir. Et ceux-là, dans les laboratoires, on les appelle les chercheurs hélicoptères. C'est des gens qui atterrissent, ils ramassent des données sans toutefois les confronter à la réalité des chercheurs. Parce que sur place, ici aussi, il y a des chercheurs et on ne les consulte pas. Vous vous rendez compte par la suite qu'il y a un document qui est publié. Parfois, c'est galvaudé. Ça ne traite pas à la réalité historique du pays concerné. Ce qui veut dire, moi, je me suis engagé, c'est pour mon intérêt. Pour mon intérêt, de marcher après le doctorat, c'est-à-dire me préparer en conséquence pour le concours d'agrégation en France, il faudrait produire. Alors, maintenant, au-delà de ces deux motivations, les raisons de motivation, le dernier ouvrage est intitulé « Le constitutionnalisme tchadien ». Par définition, le constitutionnalisme est une théorie qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite. Il est fondé sur la suprématie accordée à la Constitution, à la hiérarchie des normes juridiques et la loi, surtout quand vous prenez dans la théorie de Kelsen, où on a essayé de placer une certaine hiérarchie, la Constitution est au-dessus. Juste pour que les gens comprennent à travers le titre, c'est quoi le constitutionnalisme. Maintenant, quand on évoque la trajectoire constitutionnelle du Tchad, dans cette démarche historique, comme l'a relevé tout à l'heure le doyen Jean Calvin, le Tchad a eu 5 constitutions. La première, c'est celle du 31 mars
1959. Et c'était un régime purement parlementaire. Ce régime parlementaire qui va du 31 mars 1959 au 16 avril 1962, c'était un régime parlementaire et le cœur du pouvoir battait à l'Assemblée nationale. Parce que l'équilibre du pouvoir, c'était entre les partis politiques et les alliances qui remportaient la majorité à l'Assemblée nationale de l'époque. C'était une assemblée territoriale. C'est eux qui faisaient le gouvernement. Alors, en 62, notre premier président a estimé que pour l'unité du Tchad, il fallait que la cacophonie cesse, surtout les partis politiques. Il y avait une rivalité intense et chacun voulait conquérir le pouvoir. Ainsi, je crois l'ordonnance du 19 janvier 1962 suspend sur la scène politique tchadienne les partis politiques. Nous étions nés un État démocratique à la base. Après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, quand les autres territoires colonisés par la France avaient bénéficié de l'autonomie, nous avons eu également. Nous avons eu, dès la naissance, avant l'Assemblée nationale, il y avait ce qu'on appelle le Conseil représentatif. Après l'Assemblée territoriale, il y avait déjà des partis politiques. Et ce parti politique animait déjà la vie politique au Tchad. Vous avez par exemple un premier parti politique créé au Tchad qui s'appelle l'UDT, l'Union démocratique tchadienne, créé par un certain Algoni, Béchir Sow. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Kadr Alio. C'était le premier parti politique créé au Tchad en 1946. Et en face, après le congrès de Bamako qui a institué le RDA, la section du Tchad était créée par Gabriel Lizet, un Tchadien d'origine de la Guadeloupe. Donc, de 1946 à 1952, vous avez une phase où la démocratie était réelle et vivante dans ce pays. Et c'était le bipartisme. Les deux partis s'affrontaient. L'UDT, la plupart de l'UDT, c'était les chefferies traditionnelles aujourd'hui au Tchad. N'oubliez pas que le Tchad, c'est un assemblage des grands anciens royaumes, le Bagirmi, le Wadaï, le Kanem-Bornou. Vous avez des pays traditionnels comme le pays Moundang, vous avez le Mbang de Bédaya. On a sectionné ces pays traditionnels pour en faire le Tchad que nous vivons aujourd'hui. Donc, notre État était né d'abord un État purement parlementaire et démocratique. La démocratie était vivante. Maintenant, Tombalbaye va interrompre, c'est une interruption volontaire, c'est une violation de la Constitution à partir de l'ordonnance 19 de 1962 où on a interdit les partis politiques. Un an plus tard, je ne sais pas, il y a l'histoire qui nous dit qu'il y a eu des manifestations sur le canal Saint-Martin, des personnes ont été arrêtées. Vous avez M. Ahmed Koulamala, vous avez Jean-Baptiste et tous ces politiques, oui, les Djibril Kerala, les Abou Nassour ont été emprisonnés. Donc on a interrompu le cycle parlementaire au Tchad à cette époque-là. Et Tombalbaye l'a fait sciemment, parce qu'il voulait gouverner comme un chef traditionnel et non comme le standard scientifique que le droit constitutionnel lui conseillait. Et lui également, il ne l'a pas inventé. Il est allé prendre conseil chez un militaire français qui s'appelle Général de Gaulle, qui est arrivé en France au pouvoir, pas par les urnes, mais par la voie de Boundoukrasi, comme le dirait quelqu'un. Donc voilà un peu notre premier cycle parlementaire qui a un peu rythmé la démocratie au Tchad. Maintenant, quand vous prenez le cycle qui va de 62 au 20 avril 2018, ici, 2021, après la mort du maréchal Idriss Déby, c'est un cycle purement présidentialiste. Et le présidentialisme, il est de type négro-africain. Parce que la règle standard du présidentialisme des régimes présidentiels, comme aux États-Unis, n'était pas appliquée. C'était un mélange de genres où les partis politiques n'existaient pas sur la scène, le chef décrétait ce qu'il voulait faire et les autres partis devaient le suivre. Et c'est ce que dans l'ouvrage j'ai appelé le surprésidentialisme tchadien. C'est-à-dire, il y a le présidentialisme, mais on a surchargé ce régime-là, ça a créé une spécificité à la tchadienne. Alors, les autres qui ont suivi l'invention de Tombalbaye, ils n'ont pas démérité.
Je vous fais l'économie de la guerre. Après le coup d'État de 75, le GROFAT, le groupe des officiers qui a fait le coup d'État, eux, ils n'ont même pas fait une charte. Ils n'ont même pas écrit une charte. Ils ont un règlement intérieur et ensuite un statut. Ils ont gouverné par ordonnance, jusqu'aux différents accords, Kano 1, Lagos, pour instituer ce qu'on appelle le GUNT. Ensuite, Hissène Habré arrive au pouvoir. Hissène Habré a voulu stabiliser l'État. Durant sa gouvernance de 8 années, c'était une dictature âpre, mais il a stabilisé l'État. Je rappelle ici que si nous prenons le cycle constitutionnel de notre pays, Tomba Mbaye a fondé l'État avec la Constitution de 1959. Il a fondé l'État, Hissène Habré est venu stabiliser l'État, Idriss Déby est venu relancer la démocratie. La démocratie n'était pas née en 90, il faut qu'on se le dise. La démocratie est née lorsqu'on a proclamé la République du Tchad, il y avait des partis politiques. Il y a un multipartisme intégral qui existait. Mais le cycle est interrompu en 62. Et après 62, nous sommes rentrés dans un carcan purement présidentialiste et ça a donné des conséquences très négatives jusqu'au coup d'État en passant par des régimes un peu dictatoriaux. Docteur Ousmane est avant tout un brillant universitaire. Moi, je l'ai connu il y a quelques années, même si par le hasard de ces rencontres qui font que vous vous découvrez les uns les autres par la parenté. Une tante mariée à un Moundang, tante du Wataï, mariée à un Moundang aujourd'hui, c'est comme si vous mariez un Tchadien à une Américaine. Mais à l'époque, c'était une évidence. Les fonctionnaires du Sud venaient travailler au Nord, ceux du Nord passaient au Sud. Et ça a créé un certain nombre de personnes, et parmi lesquelles quelqu'un que j'aime bien, Hissène Garo, ici présent. Donc, il va falloir, cher Ousmane, travailler également sur cette question parce que le droit constitutionnel, il est élastique et son élasticité permet toute forme de recherche dans ce domaine-là. Donc, Ousmane est un brillant chercheur, un brillant universitaire en droit public, en droit constitutionnel. Il est, comme on l'a présenté assez brillamment, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs articles, de haute facture, parce qu'il n'y a que les créations de haute facture qui sont préfacées par des professeurs agrégés. Et si le professeur Philippe Lagrange et Madior Fall, que beaucoup d'entre vous ici connaissent, ont accepté de préfacer le travail de notre frère Ousmane, c'est que ce travail-là est un travail de bonne facture, je dirais mieux de haute facture. Et je le dis en présence d'un doyen qui aussi fait partie de cette classe de jeunes très respectables. On dit qu'on reconnaît les maçons, les vrais, au pied du mur. Et très honnêtement, bon, pour ceux qui l'ont connu, qui le connaissent, comme Serge Wambi, et pour ceux qui viennent de le découvrir ici, vous avez vu que ça coulait de sources. Donc son talent est une évidence, et ceux qui se ressemblent s'assemblent. Voilà pourquoi ses amis le ressemblent, et ce n'est pas étonnant qu'il soit aujourd'hui permanent à l'ENA, une école tenue par quelqu'un qu'il va falloir dupliquer, cloner. Le directeur général de l'ENA est son ami. Et si le directeur général de l'ENA est son ami, c'est parce que ces gens-là se ressemblent et il n'y a que les gens qui se ressemblent qui s'assemblent pour travailler. Il dispense de cours dans plusieurs institutions, dont l'université Emi Koussi et l'université de N'Djamena, etc. Quelle chance que d'avoir un enseignant qui peut vous faire des références dans ses propres ouvrages. Je crois que je demanderai à ces étudiants de profiter au maximum parce que c'est une chance que d'avoir quelqu'un qui vous parle du droit parce qu'il a produit l'objet du droit.